moi, je serais tenté, comme point de départ, d'évoquer ce que j'appelle personnellement la phase de préparation physiologique à l'accouchement. Parce que je pense que ce serait une des vocations de votre clinique en bois, de permettre à certaines femmes de ne pas être perturbées par cette phase méconnue, absolument méconnue, alors que on a un très grand nombre de publications qui, si on le voulait, nous permettraient d'en savoir beaucoup sur cette phase. Et c'est d'autant plus important d'évoquer cette phase aujourd'hui que, comme vous le savez, il y a une épidémie de déclenchement de l'accouchement. Il y a beaucoup de césariennes avant que le travail ne commence. C'est-à-dire que cette phase de préparation physiologique à l'accouchement, eh bien, non seulement on, on préfère l'ignorer, mais de plus, très souvent, on la raccourcit ou même on l'élimine, alors qu'elles sont toutes importantes. Et importantes peut-être à connaître dans votre cas particulier, parce que l'une des conclusions de tout ce que nous apporte la, la science moderne, des moyens sophistiqués, ça aboutit à des conclusions très simples. C'est que dans la fin de grossesse, dans les jours qui précèdent l'accouchement, une femme enceinte doit vivre en paix. Alors, il y a des moyens sophistiqués de redécouvrir ça, c'est-à-dire de comprendre une des raisons d'être de votre centre. Alors, si vous voulez, je peux commencer par préciser de quoi je parle, parce que c'est très méconnu. Bien entendu, les femmes qui ont eu des bébés et celles qui les ont eus savent qu'en fin de grossesse, une femme enceinte se sent différente. Elle n'a pas l'esprit toujours aiguisé. Elle oublie ce qu'elle devait apprendre, acheter au supermarché. Elle sent qu'elle n'est pas tout à fait comme d'habitude, mais ça c'est subjectif et difficile à étudier. Mais ce qui est nouveau, c'est que on a des moyens objectifs de montrer l'importance très grande de cette phase, qu'on n'hésite pas à écourter, à éliminer même, parce qu'on ne la connaît pas, ou on ne veut pas la connaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'important sur cette phase dans un contexte scientifique particulier? Eh bien, d'abord, ce qu'on apprend de l'imagerie médicale, ce qu'on appelle la résonance magnétique, MRI, la résonance magnétique, c'est-à-dire les images du cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on a appris, en particulier d'études conjointes entre les équipes hollandaises et espagnoles? Eh bien, on a appris qu'en fin de grossesse, dans les jours qui précèdent le début de l'accouchement, certaines phases, certaines zones de la matière grise du cerveau diminuent de volume. Or, ces zones qui diminuent de volume dans les jours qui précèdent l'accouchement, au niveau de la matière grise du cerveau, ces zones-là sont impliquées dans la socialisation. Alors, ce que ça veut dire, en quelque sorte, c'est que le besoin de désocialiser, de ne pas, d'être un petit peu avec soi-même, etc., ça commence avant que l'accouchement ne commence. On peut l'objectiver de cette façon en voyant ce qui se passe au niveau du cerveau. Alors, il y a d'autres éléments importants, et importants si on les réunit avec ce que l'on vient déjà de mentionner, c'est que on sait que dans les jours qui précèdent l'accouchement, la concentration en, en mélatonine dans le sang maternel augmente. Alors, qu'est-ce que c'est que la mélatonine? Beaucoup de vous savent que c'est, on peut dire, l'hormone de l'obscurité, que c'est l'hormone qui permet de se couper du monde, de dormir. Pour dormir, on a besoin, on est sous l'effet de la mélatonine.
Eh bien, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la mélatonine, pendant l'accouchement, travaille avec l'ocytocine. C'est une synergie, elles travaillent ensemble. On a compris seulement récemment l'importance de cette hormone de l'obscurité pendant l'accouchement, la mélatonine. D'abord par des études finlandaises, ensuite par des études japonaises. Bon, je n'ai pas donné des détails maintenant, mais l'important, c'est de savoir cela. C'est que la concentration en mélatonine, hormone de l'accouchement, qui travaille avec l'ocytocine, eh bien, cette concentration augmente pendant cette phase de préparation physiologique à l'accouchement. Il faut ajouter qu'il n'y a pas que les hormones cérébrales dont la concentration se modifie avant que l'accouchement commence. Pour rappeler que le placenta, c'est aussi une glande endocrine. Or, tout à fait en fin de grossesse, une hormone placentaire qu'on appelle pour simplifier ALO, A2LO, oubliez que ça veut dire allopregnanolone, c'est sans importance. Cette hormone placentaire est libérée en plus grande quantité que d'habitude. Or, cette hormone placentaire, elle travaille avec les hormones qui mettent au repos le cerveau, avec GABA, etc. Donc, en quelque sorte, les hormones placentaires mettent au calme la matière grise du cerveau, le néocortex, le cerveau qui fait que les êtres humains sont tellement spéciaux qu'ils peuvent communiquer par Zoom entre la Belgique et l'Angleterre. C'est cette hormone tellement importante pour le fonctionnement cérébral, libérée par le placenta, eh bien, augmente aussi sa concentration maternelle, augmente en fin de grossesse. Alors, ça signifie qu'on est en train de comprendre, et c'est une phase cruciale de préparation physiologique à l'accouchement, et qu'on joue actuellement les apprentis sorciers, puisqu'on ne pense pas à long terme, on ne pense qu'à court terme, et on n'hésite pas, avec une fréquence de plus en plus grande, à éliminer ou raccourcir cette phase de préparation. Je ne sais pas quels sont les taux de déclenchement de l'accouchement en Belgique, mais ils sont sans doute à peu près les mêmes qu'en France, en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'ils peuvent déjà frôler les 30%. Ça dépend aussi peut-être dans quelle partie de la Belgique, puisque c'est assez complexe la Belgique, mais c'est la même chose en gros que partout. C'est mondial, c'est un phénomène mondial. Et non seulement il y a ce qu'on apprend ainsi de la neurophysiologie moderne, mais il faut sauver de l'oubli des études d'une grande valeur scientifique, mais qui sont passées inaperçues parce qu'on n'en comprenait pas l'intérêt ou parce que tous les chercheurs et les praticiens sont spécialisés. Alors, je vais citer une étude sérieuse, puisqu'elle est suédoise. Quand c'est suédois, c'est sérieux. Qui a porté sur des milliers d'hommes nés à l'hôpital d'Uppsala en Suède entre 1800, je crois, 80 à peu près, et 1941, je crois, oui, c'est ça. Et ces hommes ont été revus dans la deuxième moitié du XXe siècle, et on a évalué l'incidence des cancers de la prostate. Ce qu'on a trouvé, c'est que plus la grossesse a été longue, plus la vie fœtale a été longue, plus faible est le risque d'avoir un cancer de la prostate. Alors, bien entendu, c'est le genre d'étude qui est passé complètement inaperçu. Il faut avoir l'esprit tordu pour la trouver dans des journaux qui ne sont lus que par des scientifiques purs, pas par les praticiens. Mais on comprend facilement pourquoi
ça n'intéressait personne. Les urologues qui voient des hommes, des octogénaires ou des nonagénaires qui ont des cancers de la prostate, ne s'intéressent pas beaucoup à la durée de la vie fétale. Et puis, les sages-femmes ou les gynécologues accoucheurs qui voient naître des garçons ne se demandent pas quels seront leurs risques ultérieurement d'avoir un jour un cancer de la prostate. Alors, c'est le type d'étude d'une grande valeur scientifique, très sérieuse, grande valeur scientifique, publiée dans des journaux qui ne sont pas lus par les praticiens, mais que soudain, aujourd'hui, alors qu'on s'aperçoit qu'il y a une phase importante de préparation physiologique à l'accouchement, ben, tout soudain, ça mérite d'être pris en considération. Et on va aller encore un peu plus loin pour dire que c'est non seulement la mère qui se prépare à accoucher, qui se prépare avant même que le travail ne commence, elle se prépare à accoucher, non seulement, mais c'est aussi une phase où le bébé s'apprête à donner un signal disant qu'il est prêt à naître. Le bébé participe à l'initiation de l'accouchement. Donc, quand on raccourcit cette phase, on élimine dans une certaine mesure les messages que le bébé pourrait envoyer. Alors, il y a un grand message important, essentiel, que le bébé peut envoyer. On le comprend facilement quand on dit ce qui devrait être une évidence. Pour le bébé, être prêt à naître, c'est être prêt à respirer. Pour naître, il faut pouvoir respirer, il faut être dans l'air. Eh bien, on sait que, tout à fait en fin de grossesse, le fœtus libère dans le liquide amniotique un facteur qu'on appelle le surfactant. Et ce facteur a pour rôle d'envoyer un signal en disant « mes poumons sont prêts à respirer ». Donc le bébé participe à l'initiation de l'accouchement. Il dit « je suis prêt ». Bien, lorsqu'on interrompt cette phase artificiellement, comme c'est très très fréquent avec les déclenchements de l'accouchement, avec les césariennes avant que le travail ne commence, le bébé n'a pas donné le signal. Et on sait en fait, et c'est un des facteurs qui l'explique, que lorsqu'il y a eu interférence avec le déclenchement de l'accouchement, quelle que soit la méthode, que ce soit par césarienne avant le travail ou que ce soit par les moyens qui permettent le déclenchement de l'accouchement, mais on sait très bien qu'il y aura un plus grand nombre de bébés qui ont des difficultés respiratoires au cours des premiers jours, c'est bien connu. Mais il y a même d'autres façons qu'a le bébé de se préparer et qui sont presque ignorées, mais d'une très grande importance. Vous avez tous entendu parler du vernix caseosa. Vous savez que les bébés humains, quand ils naissent à terme, ils naissent avec leur peau couverte d'une crème. Caseosa, ça veut dire comme du fromage. Ça donne une indication du degré de maturité du bébé. Ça, c'est apparemment spécifiquement humain. Mais on a appris récemment beaucoup sur le vernix caseosa parce qu'on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à une époque récente, il n'y a pas que les bébés humains qui naissent avec la peau couverte de vernix caseosa. Il y a aussi des mammifères marins, comme les phoques. C'est important, c'est très important de souligner que le bébé participe à l'initiation de l'accouchement et que lorsqu'on déclenche, lorsqu'on fait une césarienne avant que le travail ne commence, le bébé n'a pas donné un signal disant « je suis prêt ». Alors peut-être que je répète ce que j'ai déjà dit, le bébé libère dans le liquide amniotique un facteur qu'on appelle le surfactant. Et ce facteur
en quelque sorte, indique que les poumons du bébé sont prêts à respirer. Et on sait que lorsqu'il y a déclenchement de l'accouchement, lorsqu'il y a césarienne avant que le travail ne commence, il y a un risque accru de difficultés respiratoires du bébé dans la période qui suit la naissance. Donc on sait cela. On sait cela. Et on interrompt cela souvent sans réaliser ce qu'on fait. Mais il y a des choses, des éléments encore plus subtils, très mal connus, et ça concerne ce que jusqu'à présent on considérait comme une particularité humaine, ce sont les fonctions du vernix caseosa. Alors, je répète ce que j'ai dit précédemment, c'est que ce vernix caseosa, ça veut dire un vernis comme du fromage, couvre la peau d'un bébé humain qui naît à terme. Voilà. Et jusqu'à une époque récente, on disait seuls les bébés humains, et c'était mystérieux, naissent avec la peau couverte de vernix caseosa. À tel point que, comme il y avait que les bébés humains, c'était pas connu chez aucun autre mammifère, on n'attachait pas une grande importance à ce vernix caseosa. Souvent, on l'essuyait, on l'enlevait, ça ne sert à rien, ça sert à rien. On l'essuyait. J'ai connu cette époque, j'ai été externe en obstétrique en 1953. Eh bien, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Ça ne sert à rien, ce vernix, on l'essuie. Mais aujourd'hui, soudain, on a une compréhension nouvelle de ce vernix caseosa. Comment on a atteint une connaissance nouvelle? Eh bien, c'est en réalisant qu'il n'y a pas que les bébés humains qui naissent avec la peau couverte de vernix caseosa. Il y a aussi des mammifères marins, comme les phoques, comme les lions de mer. Donc c'est particulier aux bébés humains et à certains mammifères marins. Alors pour moi c'est extrêmement important parce que je m'intéresse à un fait pour lequel j'ai apporté pas mal de documents, c'est que, bien entendu, comme vous le savez, nous faisons partie, génétiquement parlant, de la famille des chimpanzés. Nous sommes des chimpanzés. Mais il y a beaucoup de différences entre les humains et les chimpanzés. Et l'une des plutôt, on peut dire que lorsqu'il y a que les êtres humains diffèrent des chimpanzés, tous autres chimpanzés, il s'agit toujours d'un point commun avec les mammifères marins. C'est une règle générale, vous voyez. Pour me donner beaucoup d'exemples, mais le fait, par exemple, que notre cerveau est énorme par rapport à tous les mammifères, il y a que les mammifères marins qui ont développé le cerveau, etc. Mais bien d'autres, il y a des dizaines de particularités humaines qui nous distinguent des chimpanzés, qui ne sont pas connues chez les chimpanzés, comme le vernix caseosa à la naissance, mais qui sont des points communs avec les mammifères marins. Alors, on apprend beaucoup de choses de cela sur la nature humaine, parce que apparemment, le vernix caseosa, c'est une substance protectrice en cas d'immersion du nouveau-né ou du bébé dans de l'eau hypertonique, dans l'eau de mer, par exemple. Alors, pourquoi cela? Pourquoi ce point commun? Oui, c'est tout. C'est un sujet que j'ai étudié et en particulier développé dans un livre, mon dernier livre en français, c'est sur les relations entre les êtres humains et la mer. En français, il s'appelle Homo et la planète océan. Alors, à partir de là, on apprend beaucoup de choses et que ça nous ramène à notre sujet. Comment se prépare la naissance.
c'est que, étant inspiré par ce qu'on peut apprendre des mammifères marins, on a réalisé la signification de ce qui se passe en toute fin de vie fétale, c'est que le vernix caserosa se détache de la peau. Et puis les petits flocons de vernix nagent dans le liquide amniotique. D'ailleurs, quand un bébé naît un peu plus tard que la moyenne, il n'a plus beaucoup de vernix caserosa. Le vernix caserosa nage dans le liquide amniotique et le bébé l'avale. Et le fait d'avaler ce vernix caserosa, qui contient des substances lipidiques très très spéciales, ça commence à établir la flore intestinale. Ça joue un rôle dans la flore intestinale. Bon, eh bien, quand on écourte la vie fétale, le bébé n'a pas eu le temps d'absorber dans son tube digestif du vernix caserosa. Il est resté sur la peau, au lieu de commencer à se détacher. Alors, mais ça nous mène très loin. Quand on s'intéresse à cette période, bien, ça nous conduit à parler de la maturation du système endocrinien maternel. Ça nous conduit à parler du rôle du placenta en tant que glande endocrine. Ça nous permet d'évoquer comment le bébé donne un signal. Mes poumons sont prêts. Comment le bébé commence à établir sa flore intestinale, le rôle du vernix caserosa, qu'on ignorait, qu'on ne voulait pas connaître, ça ne servait à rien, ça ne servait à rien. Mais tout ça, c'est nouveau, tout ça, c'est nouveau. Alors, voilà ce que je voulais un petit peu introduire dans cette conversation ici, c'est que dès l'instant où on comprendra, on apprendra, jusqu'ici c'est complètement méconnu tout ça, personne ne s'intéresse à cette phase de préparation physiologique à l'accouchement. C'est pour ça qu'on n'hésite pas. On n'hésite pas à la supprimer, à l'écourter, à la supprimer. Quand on déclenche un accouchement, on joue aux apprentis sorciers. On pense à court terme, mais on ne sait pas ce qu'on fait sur le long terme. Or, un bébé humain qui naît, il a une espérance de vie de 80 ans. Il faut aussi penser à long terme. Et ça, c'est la caractéristique des apprentis sorciers. Les apprentis sorciers, ils ont à leur disposition des modes d'action puissantes, mais ils n'ont pas développé leur capacité à penser à long terme. C'est ça, les apprentis sorciers. Eh bien, avec toute cette épidémie de déclenchement, c'est césarienne qu'on n'hésite pas à faire avant que le travail ne commence, eh bien, on joue aux apprentis sorciers. Parce que ce que je viens de vous dire, là, à propos de ce qu'on sait, eh bien, ce sont pas des théories, ce ne sont pas des idées, ce sont des faits publiés. Mais nous sommes des victimes de l'hyperspécialisation. Les gens qui ont publié les différents éléments de ce que je viens de mentionner, ils ne se connaissent pas les uns les autres, ils voient des choses différentes, ils sont spécialisés. L'hyperspécialisation nous aveugle. Alors voilà pourquoi, soudain, ça me paraît important, en votre présence, de souligner qu'un des rôles possibles de votre clinique en bois, c'est de faire connaître l'importance d'une phase de préparation physiologique à l'accouchement. En quelque sorte, on peut dire, ce que nous apprend par des moyens sophistiqués la science moderne, c'est qu'en fin de grossesse, une femme doit vivre en paix. Alors, c'est-à-dire qu'on redécouvre le bon sens. Il faut qu'elle vive en paix. C'est pas le bon moment pour lui parler de tous les risques possibles, de tous les pour lesquels on peut faire grand-chose. C'est pas le moment de parler de tout ça. Il faut la faire vivre en paix, c'est tout.
j'ouvre une petite parenthèse pour dire que avant même ce que nous apprend la neurophysiologie moderne, les sciences modernes en général, la physiologie en général, bien avant, je dois dire que je comprenais l'importance de cette phase. Et je peux dire qu'à la maternité de Pithiviers, où j'exerçais, eh bien, en fin de grossesse, au lieu de suggérer des examens complémentaires, de nouveaux tests, encore plus de prise de sang, une échographie, etc., on invitait les femmes enceintes à venir chanter ensemble. Se réunir au piano, chanter, etc. C'est une façon, en quelque sorte, de ne pas gêner cette phase de préparation où il faut un peu se couper du monde, penser autrement. Et les femmes enceintes, en fin de compte, aiment chanter. Elles ont besoin de chanter. Donc voilà quelques réflexions qui me viennent. L'importance de votre projet, même, elle le souligne même parmi des gens comme vous, qui intuitivement en comprennent la raison d'être, hein, intuitivement. Mais il faut savoir que vous avez le support de la science moderne, de la neurophysiologie moderne, de moyens sophistiqués d'analyser l'état physiologique de la femme enceinte juste avant l'accouchement et du fœtus, une phase de préparation. Alors, je suis content d'avoir l'occasion d'en parler avec vous, parce que si j'attends qu'on m'impose un sujet dans une conférence, etc., jamais on me demandera de parler de ça. C'est pour ça que je prends des initiatives et je parle de ce qui n'intéresse personne. Qu'on peut faire pour diminuer les taux d'induction. D'abord, en se demandant si quelquefois est-ce que ça peut avoir des effets néfastes raccourcir la vie fœtale, bien sûr, bien sûr. Mais alors, là, je vais me donner, on change un peu de sujet, mais puisque je ne savais pas qu'il y aurait un gynécologue accoucheur ici. Moi, je vais vous dire, et ça me ramène justement à cette époque. On en parlait à la fin des années 70, 80, par là, etc. Je connaissais Serge Vézel de Braine-l'Alleud. C'est Serge qui s'appelait, non? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui, c'est ça. Moi, je vais vous dire quelle était mon attitude. Bon, comme vous le savez, la raison pour laquelle il y a tant de déclenchement de l'accouchement, c'est qu'on craint les effets de la post-maturité. On a peur que trop de... C'est la raison la plus fréquente de déclenchement de la... Mais il serait possible de prendre des décisions en prenant pour point de départ d'autres critères que les critères actuels. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de déclenchements d'accouchement, c'est qu'on prend des décisions en ne pensant qu'au calendrier. On dit, chez nous, nous déclenchons à 41 semaines. Nous déclenchons à 41 semaines, puis nous déclenchons. On ne regarde que le calendrier. Or, ce n'est pas un critère valable. Tous les praticiens expérimentés savent qu'il y a des bébés qui sont parfaitement matures à 40 semaines, parfaitement matures. Et puis, d'autres qui sont à peine matures à 42 semaines. Et donc, il faut d'autres critères. C'est pas ça l'important. Qu'est-ce qui est important? C'est d'analyser, d'évaluer les fonctions placentaires. Il ne faut pas se demander combien de semaines de grossesse, etc. Ça n'a rien, c'est presque inutile. Et ce qu'il faut, c'est de dire comment fonctionne le placenta. L'important, c'est de partir de la question. L'important, j'ai écrit un livre là-dessus. Quand on est dans une situation sans précédent, qu'est-ce qui est important? C'est de poser les bonnes questions. Ce livre-là, que j'ai écrit il y a quelques années,
vous n'avez pas besoin de le lire. Regardez la couverture. Nous sommes à l'ère des questions. Nous sommes à l'ère des questions. Eh bien, la question qu'on doit se poser quand on se demande s'il n'y a pas un risque de post-maturité, etc., c'est comment fonctionne le placenta. Alors, à l'époque que nous évoquions, l'époque où je connaissais Serge Vézel, où j'avais été à Braine-l'Alleud, etc., j'étais exercé à Pithiviers, c'est-à-dire 1 heure de Paris. Or, à la faculté de médecine de Paris, il y avait un laboratoire de recherche qui s'intéressait avant tout aux hormones placentaires. Alors, c'était une façon pour nous de répondre à une question importante. Il suffisait d'envoyer des urines de la femme enceinte. On demandait au papa, par exemple, avec sa voiture, en 1 heure, il allait à Paris, porter des urines de la femme enceinte. Il mesurait les concentrations d'hormones placentaires dans les urines de la femme enceinte. Il donnait un coup de fil. Ils allaient très vite puisqu'ils ne faisaient rien d'autre que ça. C'était un laboratoire de recherche qui se consacrait à la recherche. Et puis, il nous donnait un coup de fil. Et en général, presque toujours, c'était bonne activité placentaire. Pas besoin de savoir plus. Alors, il y aurait d'autres moyens d'évaluer l'activité placentaire, moins fiable peut-être, comme la quantité de liquide amniotique dans l'utérus, des choses comme ça, c'est moins fiable. Mais l'important, c'est la question. Il ne faut pas se dire combien de semaines de vie fétale. Il faut dire comment fonctionne le placenta. Alors, si on partait de cette question, quelle que soit la façon dont on essaie de répondre après, alors là, vraisemblablement, ce serait une façon de contrôler l'épidémie. Parce que sur un plan pratique, voilà là, ce qui est. Alors, je ne sais pas, vous êtes en exercice, vous êtes un jeune homme en exercice. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire dans la banlieue bruxelloise actuellement, mais ça pourrait être utile de collaborer avec un laboratoire qui se spécialiserait en quelque sorte, mais jusqu'ici, personne n'y pense. Jusqu'ici, on ne pense qu'au calendrier. Donc voilà, j'ai élargi un petit peu la question, mais c'est une question, mais tout ça c'est très lié, et c'est une question énorme d'actualité, parce que, quoi qu'on en dise, les accouchements déclenchés sont en règle générale plus difficiles que les accouchements qui ont commencé spontanément. Et plus tout ce que l'on vient de dire, il y a des bonnes raisons de réfléchir à cette épidémie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, parmi les accouchements déclenchés, il y a toujours interférence pharmacologique. Ça veut dire que dans tous les cas de déclenchement, il y a une pharmacologie substitutive. Ça veut dire que dans tous les cas de déclenchement, la mère met au monde le bébé et le placenta sans libérer un cocktail d'hormones de l'amour. Plus besoin d'hormones de l'amour pour mettre au monde bébé et placenta. Ben, c'est sérieux, non? Et on n'y pense pas. Il suffit de dire ça comme ça. Aujourd'hui, à l'ère de la pharmacologie substitutive et des césariennes qui se font avec beaucoup de sécurité, eh bien, le nombre de femmes qui mettent à l'échelle planétaire, hein, c'est pas la Belgique, c'est pas à l'échelle planétaire, parce que ça coûte pas cher l'ocytocine synthétique, c'est à l'échelle planétaire. Eh bien, aujourd'hui, le nombre de femmes qui mettent au monde le bébé et le placenta, grâce à la libération d'un cocktail d'hormones de l'amour, ce nombre est devenu insignifiant. Plus besoin d'hormones de l'amour dans cette période critique. Quand on pense à l'avenir de notre espèce, il y a toutes les caractéristiques d'une espèce en danger, menacée de disparition. C'est sérieux. Donc voilà un petit peu. Je parle un petit peu à bâton rompu, mais ça m'oblige à vous dire un autre secret. C'est que, oui, là, j'ai signalé ce livre, qui est le dernier livre publié en français, hein,
qui est déjà vieux, parce que je crois que je l'ai publié en 2022. Oui, c'est déjà vieux, 2022. Pas vite. Mais là, actuellement, je termine un livre qui va être publié d'abord en anglais. En général, je publie mes livres d'abord en anglais, ensuite en français. Et je vais vous dire le titre, et c'est une occasion de donner de l'importance au sujet que nous avons abordé. Le titre, c'est « L'humanité ». Oui, il faut que je traduise en français, c'est « L'humanité peut-elle survivre à l'accouchement socialisé ?» à la socialisation de l'accouchement. C'est ça. Donc, c'est une occasion de mettre à jour, et, dans le cas de 2023, dans une période critique, incroyablement critique, dans l'histoire de l'humanité, mon excuse pour écrire un livre sur la période critique concernant l'humanité, c'est que jusqu'à présent, depuis 10 000 ans, il y avait une explosion démographique. En 10 000 ans, la population mondiale a été multipliée par 1000. Une explosion. Et tout d'un coup, rapidement, soudain, c'est implosion démographique. En Belgique, par exemple, le nombre de bébés par femme est vraisemblablement à peu près le même qu'en France, c'est 1,8, à peu près, j'en sais rien. Mais c'est le taux en France. En Allemagne, c'est 1,5. Alors vous êtes un petit peu géographiquement dans ce cas-là, c'est ça. Il faut 2,1 par femme, bébé par femme, pour maintenir une population. Il y a des pays comme Porto Rico où on en est à 1 par femme. La Corée du Sud, 0,8 par femme. Soudain. Alors ça, c'est la raison d'être de mon livre. Sur cette espèce en danger qu'on appelle de survie, qu'on appelle l'espèce humaine. Oui, ça. Donc, il faut aller à ce qui est important. Plus besoin d'hormones de l'amour, maintenant, vous me rendez compte. Neutralisation des lois de la sélection naturelle. Une femme qui ne peut pas accoucher par elle-même peut transmettre ses gènes aussi facilement qu'une femme qui accouche facilement. La femme qui accouche facilement, elle prendra une contraception si elle ne veut pas avoir plus de 2 enfants. Puis la femme qui ne peut pas accoucher, elle a des césariennes. On a neutralisé les lois de la sélection naturelle. Comment notre espèce peut-elle survivre dans toutes ces conditions? C'est voilà le thème de mon prochain livre. Chez les mammifères, le phénomène central, ce qui caractérise les mammifères, c'est l'allaitement. Et l'accouchement, c'est la phase de préparation à l'allaitement. Et c'est ce que nous dit la physiologie. Par exemple, la physiologie nous dit, eh bien, l'accouchement dans l'espèce humaine est douloureux. La preuve, c'est qu'il y a un système physiologique de protection contre la douleur. Réduction du contrôle néocortical, endorphine, etc. Il y a un système physiologique de protection contre la douleur. C'est la preuve que c'est douloureux puisqu'on se protège. Et ce système physiologique, contre la douleur, prépare l'allaitement. Les endorphines sont libérées pendant l'accouchement, sont des déclencheurs de la libération de prolactine. Prolactine, hormone du maternage, prolactine, hormone nécessaire pour la sécrétion du lait. Donc, je réponds un petit peu à votre question d'une façon peut-être que vous n'attendiez pas. C'est que pour moi, chez les mammifères, ce qui les caractérise, c'est l'allaitement. C'est l'allaitement, c'est ça. Et il y a une phase de préparation à l'allaitement, c'est la parturition. Alors là, il y a une phase extrêmement importante dans la période périnatale, c'est les 2 ou 3 minutes qui suivent l'arrivée du bébé. Ça, c'est une phase
j'appelle ça une phase d'interaction entre deux purs mammifères. Pourquoi deux purs mammifères? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle néocortical pendant cette période-là. D'une part, le bébé n'a pas encore un néocortex développé, il n'a pas de réflexes archaïques, il n'a pas. Et d'autre part, la mère, si elle a accouché par elle-même, si elle a pu accoucher par elle-même, c'est qu'elle a mis au repos son néocortex, c'est ça là. Donc c'est une phase d'interaction extrêmement importante, très courte, entre deux purs mammifères, entre cette phase-là, mais qui est pratiquement impossible après 10 000 ans de socialisation. C'est une période où la mère est, du fait de la socialisation, distraite. On lui parle. On lui parle, on la regarde, on fait des quoi. Une foule de raisons, il y a de la lumière, etc. etc. Donc la mère aussi n'est pas sous contrôle néocortical, le bébé n'est pas sous contrôle néocortical, et c'est une phase d'interaction où le bébé a besoin de sa mère et la mère a besoin du bébé. La mère a besoin du bébé, de regarder son bébé, sentir l'odeur de son bébé, parce que l'odorat est aiguisé lorsqu'il y a mise au repos du néocortex. L'odorat, c'est très important de savoir ça, cette phase-là. Et donc, cette relation mère-bébé entre deux purs mammifères a beaucoup d'incidences. L'une d'elles, c'est que c'est nécessaire pour la libération de pics élevés d'ocytocine, de pics vitaux d'ocytocine, qui permettront la délivrance du placenta sans perte de sang excessive. Donc, c'est une phase très courte, de 3 minutes. D'après Kerstin Ibn-Moberg en Suède, la concentration la plus élevée en ocytocine qu'un être humain peut atteindre, c'est dans les 3 minutes qui suivent la naissance d'un bébé, l'ocytocine maternelle. C'est ce qui. Mais dans notre monde, c'est impossible. L'accouchement a été plus ou moins perturbé, fait de la socialisation, etc. Cette phase est perturbée, etc. Donc c'est tout ce qu'il faut redécouvrir si on veut penser comme les physiologies. Les physiologies, c'est en pensant. Aujourd'hui, la priorité, c'est de comprendre la physiologie, d'étudier la physiologie. Nous sommes à une phase comment dire, des avancées scientifiques où c'est possible, théoriquement c'est possible. Mais en réalité, il faut s'y intéresser, il faut approfondir. Et jusqu'ici, on ne sait pas utiliser les documents qu'on a à notre disposition. On a un petit peu ensemble. Ce qui me fait sourire, ce sont des expressions comme l'accouchement physiologique. Qu'est-ce que ça veut dire après 10 000 ans de socialisation? Jamais je ne parlerai d'accouchement physiologique. Je parle d'étudier la physiologie. Il faut étudier la physiologie, bien sûr. Mais accouchement physiologique, on ne sait plus ce que ça veut dire. La socialisation d'accouchement a commencé il y a environ 10 000 ans. C'est un aspect de la domination de la nature. Ça va de pair avec l'agriculture, avec l'élevage. Ça va en même temps. C'est dominer la nature. Avant, les femmes s'isolaient pour accoucher. Et à partir de ce moment-là, il y a eu quelqu'un, en général, présent, et puis des croyances, des rituels qui se sont maintenus jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, on a différé l'initiation de l'allaitement maternel. On disait que le colostrum, c'est pas bon. Alors on donnait au bébé autre chose, on lui donnait des tisanes, on lui donnait du beurre clarifié, on lui donnait n'importe quoi, mais j'ai encore connu cette époque. Quand j'étais externe à Boussicot en 1953, eh bien, les bébés n'avaient pas droit au sein avant l'âge de 2 ou 3 jours. Hein. On ne savait pas encore à l'époque. Et on ne savait pas encore, on n'avait pas encore réalisé que le colostrum est précieux, pas vital. Dans l'espèce humaine, il n'est pas vital. C'est pour ça qu'on pouvait différer.
Et on pouvait différer la désignation de l'allaitement. Chez les autres mammifères, et surtout chez les bovins, le colostrum est vital. Un bébé veau ne peut pas survivre sans colostrum. Les êtres humains, pendant 10 000 ans, ont vécu sans colostrum précoce. Donc, on est un peu particulier. Alors, tout ça, voilà les questions vitales aujourd'hui qu'il faut se poser. C'est comme s'il y a eu un grand tournant il y a 10 000 ans, la domination de la nature, qui n'était pas seulement l'agriculture, l'élevage, mais aussi l'organisation de la vie humaine, et en particulier la vie de reproduction, et en particulier l'accouchement. Mais on atteint les limites, c'est comme pour tout. On atteint les limites de la domination de la nature. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est au bord du précipice, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de direction. Remettre en cause. Changer de direction. Voilà où nous en sommes. La neurophysiologie nous donne des occasions. Enfin,